Donc, il y a ces grands hangars là qui sont bourrés de jeux pour enfants. Donc, toujours pareil, il y a une entrée, c'est là que les parents payent. Ensuite, il y a l'endroit où les enfants mettent leurs chaussures. Et puis ensuite, il y a deux zones. Il y a la zone où les parents poirotent. Donc il y a quelques revues et il y a des cafés à 7 € la tasse. Et puis, c'est là que ces trucs-là font leurs chiffres. Et puis, il y a toute la zone avec les jeux pour les enfants. Il faut savoir qu'un enfant sensible, il découvre les choses, il réfléchit, etc., il analyse. Un enfant non sensible, c'est-à-dire un enfant normal, je dirais, la majorité, c'est-à-dire 70% des gens, ce qu'on appelle un neurotypique. Un neurotypique, lui, il ne se pose pas de questions. Et puis, un neurotypique a un certain rapport à la norme. Et donc, quand on est dans la norme, quand on se comporte de façon normée, ça renvoie à une notion de sécurité pour un neurotypique, alors que si on est en décalage, le neurotypique a peur. Or, ici dans la pièce, on est tous des gens à la base décalés. Ensuite, on s'insère plus ou moins, on sait comment faire. Mais il y a un truc de décalage qui est là, qui est lié à l'hypersensibilité. Bon. Et c'est très important, cette notion d'un enfant neurotypique face à un comportement, ou même un adulte neurotypique face à un comportement décalé, a peur. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes des hypersensibles, vous n'êtes pas des neurotypiques, parce que c'est tellement décalé ce qu'on fait depuis hier matin, que je ne vous raconte pas, un neurotypique, au bout de 10 minutes, hier, il serait parti, quoi. Tout simplement, parce que c'est trop décalé. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il y en a un qui est bien et un qui n'est pas bien. Hein. C'est une différence, et il est important d'avoir conscience de cette différence. Donc, je reprends ma petite histoire de hangar avec les enfants. Nous allons prendre l'enfant neurotypique que ses parents emmènent dans ce genre de truc pour la première fois. Alors vous avez l'endroit où les parents payent. Donc les parents sont en train de payer et vous avez un machin qui est en train de sauter autour des parents parce qu'il est super heureux. D'accord ? Bien. Et puis vous avez l'endroit où il faut mettre les chaussures. Et là, l'enfant neurotypique fait toujours pareil. Il balance ses chaussures dans le truc. Il ne les met pas, il les balance. Et une fois qu'il a balancé ses chaussures, il regarde les jeux. Et moi j'ai vachement observé ce truc-là. Il fait ça. Ouais ! Et il court. Et il saute dans le premier jeu qui est là. Ça, c'est la majorité des enfants. C'est des enfants dits normaux. Ok ? Maintenant, on va prendre le petit précoce, le petit hypersensible, le petit au cerveau rapide. Ok ? Ses parents payent. Il est à côté en train de regarder comment ça se passe. La première fois, la deuxième fois, il a compris comment ça se passait, donc ça ne l'intéresse plus. Ensuite, il y a l'endroit où mettre les chaussons, les chaussures. Donc lui, il va les mettre. La première fois, pareil, la deuxième fois, ça se trouve, ça va valdinguer, ça ne va même pas aller dans le truc. Hein. Ok ? Mais la première fois. Et puis, il va faire un truc que jamais un neurotypique ferait. Il va aller voir les jeux. Il va regarder tous les jeux qu'il y a, un par un. Et il regarde. Et à un moment, il a fait son choix. Donc il est super content. Et là, il va par exemple rentrer dans la piscine à boules. Ben ouais, mais s'il y a un neurotypique qui l'a regardé faire. L'autre gamin, il a eu un comportement anormal. En dehors de la norme. Et ben moi, j'ai vu des gamins comme ça. Ils avaient fait ça. Et ils rentraient dans la piscine à boules et là, ils se prenaient un coup. Et ils cherchaient. Ils se demandaient ce qu'ils avaient fait pour qu'on leur fasse du mal. La logique étant, on m'a fait du mal parce que j'ai fait du mal. J'ai blessé quelqu'un, j'ai vexé quelqu'un, j'ai fait du mal à quelqu'un, mais je ne sais pas quoi. Et du coup, le gamin, il ne se sent pas bien. Alors qu'en fait, il a simplement agi de façon décalée par rapport à la norme comportementale. Vous voyez un peu le truc ? Et ça, on en a tous. On en a tous et on a tous appris des stratégies par rapport à ça. Il y a des gens, la stratégie, c'est je me mets dans un truc complètement louche.
C'est-à-dire, je deviens petit scarabée. Ce qui est une très bonne stratégie, si tu peux permettre. C'est un truc de, ben voilà, j'ai trouvé mon truc à moi, ma place, et les autres, ils font leur truc, je m'en fous. Voilà. Il y a des gens, ils vont complètement s'intégrer au niveau social. Ils vont se noyer dans la masse. C'est-à-dire des gens qui sont, les autres je ne vais pas trop chercher, enfin voilà, mais qui sont intégrés socialement. Ils sont intégrés, ils ont appris les codes, machin, etc. Ils savent comment il faut faire. Ils ne sont pas dupes, mais ils savent comment il faut faire. Il y en a qui oscillent, totalement intégrés, mais en même temps jamais intégrés. C'est-à-dire que de l'extérieur, il est dedans, mais alors à l'intérieur, mort de rire. Sauf que là, ça y est, il a franchi le pas. Il est du côté des thérapeutes, donc ça y est. Il y a plein de stratégies comme ça. Moi, ma stratégie, c'est le fêlé, le professeur Folding. Donc, de toutes les façons, celui-là, il est fêlé. Donc, comme il est fêlé, c'est bon. On a une case dans laquelle le mettre. Du coup, je suis peinard, je fais ce que je veux. C'est une façon de réagir, de gérer le truc. Vous voyez un petit peu ? Et ça, c'est très important parce que, comment dire, ça joue sur tous nos rapports avec tous les gens. Mais derrière ça, il y a cette notion de, en fait, pourquoi ils ont peur de moi, quoi ? Moi, j'ai rien fait. Mais je ne sais pas que j'ai rien fait. J'ai sûrement fait quelque chose. Ça reprend la discussion qu'on avait ce matin par rapport à, j'ai peur des autres, qui me fassent du mal, et en même temps, j'ai peur de leur faire du mal. Les deux. Et ça, on l'a tous connu, plus ou moins, et on est avec des stratégies. C'est normal, hein, chacun, voilà. Et encore une fois, je parle de différence. Attention, hein, parce qu'on vire vite à l'eugénisme avec ce genre de discours. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas de mieux que l'autre, il n'y a pas de etc. Les neurotypiques, jamais ils ont de problème pour s'endormir parce qu'ils pensent trop. Donc moi, le nombre de fois où j'aurais bien aimé être un neurotypique, je ne vous raconte pas. Quand on dit à un neurotypique, ah non, là, j'arrive pas à m'endormir, j'ai trop de pensées qui viennent. Ah bon ? T'as qu'à arrêter de penser. Et là, vous dites, mais il est con ou quoi ? Non, lui, s'il dit j'arrête de penser, il y arrive. Alors que nous, il nous faut des années de pratique, de machin, et tout ça. C'est les neurotypiques, alors compter les moutons. Con ? Quand on dit compter les moutons pour un... Oui. C'est un truc de neurotypique. Et c'est vraiment un truc très très fort, cette différence, encore une fois. Et quand on l'a intégré, on comprend mieux le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que les gens ne sont pas tous pareils. Les gens n'ont pas du tout la même façon d'appréhender le monde. Un sensible, par exemple, quand il y a une injustice dans la classe, ça le hérisse. Vous demandez à un enfant neurotypique, qu'est-ce qui se passe s'il y a une injustice dans ta classe ? Il va répondre, si c'est pas vis-à-vis de moi, je m'en fous. Et alors, c'est pas tout blanc, tout noir. Il y a des gens qui sont à l'intermédiaire entre les deux. Pareil, vous leur demandez, qu'est-ce qui se passe s'il y a une injustice dans la classe ? Il va répondre, ça dépend avec qui on est injuste. Ah bon ? Ouais. Si c'est mes potes ou moi, ça va pas. Les autres, je m'en fous. C'est-à-dire qu'on est à l'intermédiaire. Et puis, quelqu'un qui est sensible a besoin que tout rentre dans... les choses soient équilibrées, les choses soient justes. Donc, il y a besoin d'un truc qui tienne la route, que ce soit logique. Dans notre monde, on n'est pas vraiment dans un monde qui repose sur la logique. Donc, du coup, voilà. Alors ça, je vous parle de ça pour répondre à la petite discussion qu'on avait, et puis, parce qu'en auto-hypnose, vous pouvez faire remonter des trucs par rapport à ça. Et puis, le positionnement par rapport aux autres, il est très intéressant par rapport à ça. Quand on a pigé ce truc de, une fois qu'ils nous ont mis dans une boîte, on est tranquille. C'est-à-dire que, voilà, je veux dire, c'est-à-dire qu'on arrête de lutter contre quelque chose. Je prends l'exemple de Bruno ou moi, où on est chacun dans des boîtes identifiées, en fait. Et du coup, ça apaise des relations avec les gens. Parce que, voilà, c'est, lui, c'est le cinglé qui fait ça, et puis lui, c'est le cinglé qui fait ça. Voilà. J'ai eu des voisins à Pont-Aven, pour ça, j'avais beaucoup rigolé.
Parce qu'ils étaient terrifiés par moi, en fait. Parce que ma façon de bosser, machin et tout, c'est pas normal. Il n'y a pas de plaque, c'est dans une baraque perdue dans la campagne, je reçois tout type de patients, voilà, en plus il y a des journées où je bosse pas, donc pour eux la notion qu'on puisse ne pas bosser tous les jours de la semaine, c'est pas possible, bon, et donc etc. Et donc j'avais repéré, à l'époque il y avait un couple de neurotypiques qui habitait juste à côté de la petite maison à côté de mon bureau, et donc j'avais repéré que lui je le croisais toujours, de temps en temps, bon on se disait juste bonjour quoi. Mais elle, je ne la croisais plus. Et puis à un moment, j'ai repéré qu'en fait, elle, avant de sortir de chez elle, à chaque fois, elle regardait par la baie vitrée, elle regardait si j'étais dehors ou pas. Elle avait les jetons de me croiser, quoi. Ok ? Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Un jour, elle était dehors, moi j'ai ouvert la porte de ma maison, et j'ai été vers elle en lui tendant la main et en lui disant ce qu'il faut dire dans ce cas-là. « Bonjour, il fait beau aujourd'hui. » D'accord ? Oui. Elle était terrorisée, la pauvre dame. Et alors, je lui dis, la deuxième phrase qu'il faut dire dans ce cas-là, en Bretagne, un temps comme ça, on va le payer. Alors elle me fait, oui, ça c'est sûr. Je lui dis, est-ce que vous savez ce que je fais comme boulot, là, ce qui se passe dans cette maison ? Alors elle me dit, je crois que vous êtes psy quelque chose. Je lui dis, oui. Et je lui dis, et vous savez que les psys, c'est des gens fêlés. Alors elle me dit, oh oui. Alors je lui dis, mais il faut bien vous représenter que parmi tous les psys du secteur, c'est moi le plus fêlé. Ah bon, c'est ça. Ça l'a rassuré. J'étais dans la bonne boîte. C'est ok, il est fêlé, mais il le sait. Il le sait, donc il n'est pas dangereux. D'accord, je lui dis donc c'est tout à fait normal que vous trouviez ça bizarre. C'est qu'un truc de fêlé ici. Ah, d'accord. Et à partir de ce jour-là, je l'ai à nouveau croisée. Elle avait plus peur. Et il y a eu une conséquence qui m'a mort de rire le jour où c'est arrivé, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Un samedi après-midi, je finis de bosser, c'était le début de ce printemps. Je vais à ma voiture et donc je passe à côté de chez les voisins et dans leur garage, il y a des tables qui sont sorties avec des bouteilles, il y a un barnum, tout le monde est super bien fringué dans le jardin, etc. Et ils me font signe, voisins, venez prendre le champagne avec nous. Donc ils me prennent par les sentiments. Et donc, oui, donc j'y vais et là, en fait, c'était le baptême de leur gamin et ils me présentent à leur famille. C'est notre voisin, c'est celui qui est fêlé. Et j'ai passé un très bon moment. Ça a été super sympa. Parce que je suis dans une boîte. Vous voyez un peu le truc ? Et ça, c'est fondamental. Parce que si on apprenait ça à nos enfants dès tout petits, ça calmerait beaucoup de choses. Et on a tous comme ça vécu des trucs où on n'a pas compris. On n'a pas compris ce qu'on a fait, on n'a pas compris la réaction des autres. Et ça, c'est venu nourrir le fait d'être branché. Ça marche ?